sont des cruels. Et qu'est-ce à dire? C'est-à-dire, une fois de plus, que Dostoïevski hérite de la pensée rousseauiste, n'est-ce pas? C'est quand même Rousseau, dans l'espace moderne, qui a voulu enseigner, qui a quand même partiellement réussi, l'idée que, ma foi, plus on se cultive, plus on s'éloigne de l'origine, plus on en sait, plus on manque à sa propre bonté primordiale, et plus donc la civilisation se civilise, plus le danger de corruption se fait sentir. Voilà le premier trait de ce que idiot veut dire. Un non-savoir qui est donc la prévalence du sentiment par rapport à l'intelligence, ou encore le primat de l'affectivité sur l'intellectualité. Bref, une critique du savoir, une critique de l'occidentalité, une critique de l'Occident en tant qu'il s'est livré, disons, à la recherche de la vérité par voie conceptuelle. Car Mishkin, comme Rousseau, représente une recherche de la vérité par voie affective, par la voie du cœur, pour les simples d'esprit. L'autre sens, je le disais tout à l'heure, du mot idiote, du mot idiot, c'est donc le sens strictement étymologique, le propre, le soi. Idiot est celui qui est un soi, et qui n'est propre qu'à soi. Et qui est, alors rigoureusement idiot, en ceci que c'est un soi obligé d'être soi. C'est un soi qui n'arrive pas à sortir de soi. Précisément, c'est le sens strict du mot idiot. Idiot est celui qui fait, somme toute, pas attention à autrui parce qu'il ne peut pas, parce qu'il est rivé à soi, parce qu'il fait l'épreuve de lui-même en tant qu'une sorte d'absolu. Il est malade d'absolu. Il est malade du soi qu'il est. Et ce soi qu'il est à lui-même une sorte d'absolu, en effet, puisque c'est la vie en lui qui le requiert ainsi. On voit très bien ce sens du mot idiot dans la maladie du prince. Et je vais donc dire ce qu'est à mes yeux la maladie du prince, et puis après je passerai la parole à quelqu'un d'autre. La maladie du prince est une chose complexe. Mais son principal trait, ou alors disons, ses deux principaux traits sont l'épilepsie et son ignorance de la vie sexuelle. Alors, commençons par l'épilepsie. Car l'épilepsie est, je dirais, la forme radicale, la crise épileptique plus exactement, est la forme radicale de l'ipséisation du soi, c'est-à-dire de cette, comment dirais-je, de cette idiotie, disons, c'est-à-dire de cette obligation de n'être que soi, et de cette inaptitude à sortir de soi. En effet, il le dit très bien, on pourrait citer les textes ou les relire, la crise épileptique dont parle Mishkin, c'est comme, exactement comme l'évanouissement de Jean-Jacques Rousseau le 24 octobre 1772 à Ménilmontant. C'est-à-dire, c'est un ravissement, et ce qui est ravi dans cette crise épileptique, c'est précisément la représentation. C'est un évanouissement d'abord, et ce qui s'évanouit dans la crise épileptique, c'est la représentation, c'est l'intelligence, c'est la conceptualisation, c'est la figuration du monde, c'est le savoir, et le savoir théorétique en particulier. La crise épileptique est non seulement ce ravissement, mais aussi cette extase où, comme il le dit à plusieurs reprises dans le roman, le temps lui-même disparaît. C'est donc une extase qu'il compare à tel ou tel fragment de l'Apocalypse de Jean, n'est-ce pas? Enfin, qu'il interprète dans la clé de tel ou tel passage de l'Apocalypse de Jean, un ravissement où l'unité de tout paraît à la conscience, alors même que cette conscience est soustraite à la temporalité ordinaire. Un présent vivant, un présent extatique. Autrement dit, une surabondance de vie, une vie vivante. Cette expression de vie vivante est le syntagme sous lequel il faut penser l'œuvre entière de Dostoïevski. C'est l'expression qu'il a empruntée précisément aux penseurs slavophiles et qu'il a faite sienne. La vie vivante était ce à quoi Dostoïevski était consacré. La vie vivante, autrement dit, le refus d'abord de penser que le présent soit, comment dirais-je, réductible à un moment de la temporalité, et secondement, et plus vigoureusement, l'affirmation que le présent est éternel. Autrement dit, c'est une pensée de l'instant. La crise épileptique dure un instant, mais il se trouve que cet instant est un accès à l'éternel. Autrement dit,
on voit par là, par cette maladie spécifique du prince Mychkine, qu'il est hyperboliquement idiot. C'est-à-dire qu'il est hyperboliquement ce soi, disons, rivé à lui-même. Hyperboliquement, cette vie vivante, si attachée à elle-même, si surabondante d'elle-même, qu'elle ne peut pas sortir de soi. Mais l'autre trait est celui que je disais tout à l'heure, à savoir que cette maladie dont il est atteint, d'autre part, pour quelques raisons, fait qu'il ne connaît pas la vie sexuelle. Alors ça, c'est ce qui est dit dès le début du roman, vous vous en souvenez, il est dans son train, il arrive donc de sa montagne, comme je le disais tout à l'heure, et dans son train, vous vous souvenez, c'est absolument extraordinaire, il commence à discuter avec ce voisin du train qui est Rogojine. Et Rogojine, tout de suite, va au cœur de l'affaire, parce que tout est dit dans les 50 premières pages, et il lui dit, mais prince, vous connaissez les femmes? Et là, il tousse un peu, c'est pas son affaire, bon, écoutez, j'étais malade, je suis encore malade, il hésite un peu, tantôt il dit qu'il est toujours malade, tantôt il dit qu'on l'a guéri, bon, c'est pas clair. Je ne connais pas les femmes. Alors, il ne connaît pas les femmes. Toutes sortes d'interprètes ont compris je suis impuissant, impuissant au sens sexuel, n'est-ce pas? D'autres ont compris je suis vierge. Bon, ça revient au même au fond. C'est-à-dire que une certaine sorte de relation à autrui, et à autrui de l'autre sexe, qui rend possible la génération par la vie sexuelle, est comme interdite au prince. Il s'ensuit que et en effet, il affecte cette impuissance à, en tout cas ce non-pouvoir, en tout cas cette solitude, à sa maladie. Bon, évidemment c'est extrêmement important parce que autant il a accès à l'éternel par l'instant épileptique, autant il n'a pas accès à la temporalité du monde par la génération des enfants. La génération des enfants, disons, qui est conditionnée, ça ne fait pas de doute, qui est conditionnée par la vie sexuelle. Et du coup, on peut dire que, d'un côté, il est hyperboliquement incarné comme nul autre, dans cette crise épileptique qui lui donne la vie vivante, et d'un autre côté, on peut dire qu'il est totalement désincarné, privé d'incarnation, puisque sa relation à autrui ne peut pas aller jusqu'à ce qu'on appelle l'amour. Il est capable d'une sorte d'amour. Et cette sorte d'amour, c'est la compassion, ou la pitié, ou l'attention pour autrui, ou la solidarité. Et tout ceci fascine à bon droit tous ses amis et tous ses ennemis, et même à des moments, non seulement les fascine, mais comment dirais-je, les conquiert, les persuade qu'il est la vérité. Mais tout de même, aussi, cette compassion qu'il manifeste, elle est terriblement blessante. Et finalement, surtout les jeunes filles, Aglaya, d'une part, et Nastasia Filipovna, d'autre part, s'impatientent. Ce garçon est irritant. Il est irritant, et en particulier parce que sur le plan sensuel, ça n'avance pas, et pas du tout. Et donc il y a, oui, un défaut d'incarnation qui finit par hystériser absolument tout le monde. Disons que cette manifestation évidente de la vérité qu'il est, et que nul ne conteste qu'il est tout de même une impuissance fondamentale. Il ne s'agit pas de dire que le prince Mychkine est impuissant sexuellement, les interprètes qui ont dit ça n'ont fait que surinterpréter. Mais de fait, il est, comment dirais-je, troué d'un non-pouvoir, d'une impuissance absolument insurmontable. Il ne peut rien faire, ni il ne peut, comment dirais-je, consoler Terentiev et le persuader que la vie a quelque sens tout de même, ni il ne peut sauver Rogojine de sa rapacité, ni il ne peut sauver Nastasia Filipovna de son mauvais orgueil et de sa réduction au rang d'image. Il ne peut pas sauver les Epanchines de leur vanité bourgeoise, il ne peut sauver ni Volgin de son alcoolisme, ni Lebedev de son délire perpétuel. Il n'arrive pas à convertir les corrompus de l'âge civil, de la société historicisée, sur le modèle pourtant qu'il a en lui de la bonté originaire des enfants connus en Suisse. Voilà ce que je dirais pour le moment. Merci beaucoup. Merci de ce parcours très dense, très éblouissant. Il y a un point important qu'on peut rappeler quand même, qui participe de la jeunesse du roman, c'est qu'au départ, et ça explique, ça éclaire entre autres choses, mais plein d'autres choses, cette impuissance sexuelle, c'est que le sexe ne lui est pas donné, si je puis dire. Dostoïevski a au départ un seul personnage, et il le coupe en deux.
et Mychkine sera l'idéaliste extatique, et Rogojine sera le monstre sexuel. Au départ, on a une unité, les premières esquisses de Mychkine en font un Rogojine. Et à un moment donné, Dostoïevski sépare. La scène finale est saisissante de ce point de vue, puisque Nastasia est assassinée par Rogojine, et que Rogojine va s'allonger à côté d'elle, et Mychkine, qui assiste impuissant à cette scène, s'allonge de l'autre côté. On a là un triptyque absolument infernal sur une résurrection manquée. Ce point-là explique d'une certaine manière la schise que Dostoïevski opère à partir d'une unité originaire du personnage. Alors je trouve que dans la démonstration que tu fais, il y a deux points très fondamentaux par rapport à ce que je lançais comme idée au départ sur l'incarnation. C'est que d'un côté, si on suit, si je puis dire, positivement, comme tu le fais en fait finalement dans ton essai, si on croit à l'incarnation de Mychkine, on part sur une incarnation à la Michel Henry, entre guillemets, où là la lecture est très forte, la vie vivante. Et si on focalise sur l'échec de l'incarnation de Mychkine, à ce moment-là, c'est Girard qu'on trouve, puisque finalement, dans ce parallèle entre Mychkine et Rogojine, Girard dira qu'il y a une presque quasi-indifférenciation de ces deux individus séparés du monde, désincarnés, déplantés. C'est compliqué parce qu'il dit ça, bon, qu'est-ce qu'il faut penser de ce fait que Dostoïevski a commencé par identifier les deux pôles. Girard a une thèse là-dessus, effectivement, je ne sais plus très bien ce qu'il dit d'ailleurs, mais tu sais, toi, sans doute. En l'occurrence, c'est surtout toujours une thèse comparative avec lui, c'est toujours de comparer Mychkine à Rogojine, qui est son double, son double noir, mais grosso modo, leur impuissance est la même, ou leur échec est le même, leur désincarnation est la même, et puis surtout d'aller jusqu'à comparer Mychkine à Stavrogin, le héros dépossédé. Et cette foule, ce groupe humain qui devient fou autour de Mychkine, comparé au groupe humain qui devient fou autour de Stavrogin. Mais la question est de savoir si, en somme, quand il sépare Rogojine et Mychkine, Dostoïevski subit, en quelque sorte, une manière de platonisme rémanent, disons le partage de l'ange et de la bête, de l'âme et du corps, si on peut dire, ou bien, au contraire, s'il est porteur d'une intuition très profonde, comme d'ailleurs c'est le cas du platonisme aussi. À mon sens, si Rogojine et Mychkine sont identiques, c'est pour des raisons tout à fait fondamentales, c'est parce qu'ils sont identiquement innocents-coupables, coupables-innocents. Disons que Rogojine tue Nastasia, parce que c'est quand même lui qui plante le couteau. Rogojine tue Nastasia, mais tout le monde comprend bien que c'est la vie pulsionnelle en lui qui tue. C'est donc ce présent vivant de la vie absolue qui tue. Il se trouve que la vie n'est pas drôle et elle surabonde d'elle-même à ce point qu'elle vient à tuer. Tant et si bien que ce criminel est innocent. Quiconque tue, tue par innocence. Tue parce qu'il ne peut pas ne pas tuer, parce que la réclamation en lui de la vie vivante l'oblige, disons, à un acte qui le dépasse, comme la vie en nous dépasse. Et inversement, Mychkine, qui ne tue pas, qui est donc un innocent, est évidemment coupable d'avoir contribué à cet enfièvrement du désir de Rogojine, son ami. Moi, je pense que si Dostoïevski a pensé que Rogojine et Mychkine sont les mêmes, et s'il les a séparés ensuite pour les rendre fonctionnels narrativement, eh bien c'est pour cette raison fondamentale qu'il avait découverte au bagne en Sibérie, la découverte de l'innocence des coupables et la découverte de la culpabilité des innocents. Sous la question, enfin comment dirais-je, eu égard à la question du jugement, ils sont l'un et l'autre indemnes. Ils sont comme Rimbaud, je suis intact et ça m'est égal. Et en fait, criminels ou innocents, ils sont identiquement responsables, non responsables, coupables, non coupables. La chose est dite d'ailleurs, car je refeuilletais ça tout à l'heure pour m'en assurer. Je voudrais juste vous faire entendre un texte qui n'est pas traduit par Markovix, mais par le traducteur qui a sévi dans les éditions Gallimard, n'est-ce pas? Alors, c'est dans un carnet de 1868, n'est-ce pas? On lui dit à Mychkine, vous êtes la cause de tout? Lui, 2 points. Oui, je suis la cause de tout. Et cet échange est transfiguré dans un passage du roman que voici. C'est Lisaveta qui interroge le prince. Lisaveta est une jeune fille charmante. Es-tu coupable, oui ou non? Et il répond, ni plus ni moins que vous.
ni plus ni moins. Et Rogojine, ni plus ni moins. Et Stavrogin lui-même, ni plus ni moins. Ce qui horrifie Dostoïevski, ce n'est pas qu'il existe des Stavrogin, des Raskolnikov, des assassins de toute espèce, des pervers polymorphes, des Trotsky, etc. Ce qui l'effraie, c'est que c'est la vie en eux qui les conduit à cela. C'est que c'est leur innocence originaire qui, surabondant d'elle-même, les pousse au meurtre. C'est ça qui est très étrange. Et c'est la généalogie du sacrifice, et c'est la généalogie de la violence, je veux dire la généalogie ontologique de la violence, non pas anthropologique, la généalogie ontologique de la violence. C'est qu'il y a une nappe d'affectivité qui, saturée de soi, rivée à soi, emportée par soi, ne peut pas ne pas aboutir au meurtre. Alors, quelquefois c'est Rogojine, quelquefois c'est Mishkin, ni plus ni moins coupable. Donc nous restons dans une séparation radicale, et là tu termines sur ce très très beau texte dans ton interprétation de Michel Henry, Parole du Christ, puisque c'est quand même du Christ qu'il s'agit aussi, une séparation radicale entre la parole de la vie et la parole du monde. Ah oui. Oui. Alors ça, c'est toute une histoire en nouveau. On s'achemine. Bon, juste un mot sur cette affaire-là. On s'achemine justement sur la parole. Je ne suis pas sûr que ce soit totalement dostoïevskien, mais tout de même, je l'ai proposé. Et en tout Oui, cas, c'est ce qui fait quand même ta thèse. En effet, c'est Michel Henry. Elle est constante. Elle est constante. Dès le début. D'accord. Heureusement, elle apparaît à la fin, on se dit, il ne l'a pas cachée. Bon. Michel Henry dit qu'il y a deux paroles, je le rappelle. Il y a une parole qu'il appelle de la vie et une qu'il appelle du monde. Commençons par celle du monde, car c'est très simple. C'est une parole telle que ce qui est révélé dans cette parole est différent de ce qui révèle. Bon, par exemple, les mots. Eh bien, ma foi, les mots, le mot table est différent de la table. Voilà, c'est simple. Dans la parole du monde, les représentations sont différentes des référents. Les choses révélées, les phénomènes révélés sont différents du mode de révélation. Et la langue est par excellence la parole du monde. Alors la parole de la vie, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il appelle parole de la vie, disons, une phénoménalisation, c'est difficile de parler autrement, telle que le révélant et le révélé sont le même. Ce qui est révélé, c'est-à-dire le phénomène révélé, est identique au mode de révélation. Le comment est identique au quoi. Bon, prenons le sentiment. Le sentiment révèle, et il révèle quoi? Il révèle lui-même. Et il est tout entier dans cette auto-révélation. Il appelle ça parole de la vie, évidemment on pourrait le chipoter là-dessus, parce qu'on lui dit, mais c'est un sens métaphorique du mot parole. Il dit non, pas du tout, puisqu'il y a quelque chose qui se révèle. Alors, la vie parle autrement que le monde. C'est ça le problème des problèmes, n'est-ce pas? La vie, ça veut dire la pulsion, le désir, l'affectivité, le chagrin, la mélancolie, somme toute, tout ce par quoi nous sommes traversés, tout ce qui est le fond de notre être, n'est-ce pas? Et qui ne se laisse pas voir, mais qui est notre essence comme telle, tout cela ne cesse de parler en nous. Tout de suite, on a un peu mal au ventre, tout de suite, on est fatigué, on a envie de dormir, peut-être on commence à avoir faim, on en a marre de s'être exposé, ou que sais-je encore. Chacun a l'affect qui est d'ailleurs absolument impartageable à chaque autre, etc. Et ça ne cesse de se révéler en nous sur un mode qui n'est pas celui de la représentation, qui n'est pas celui de la parole du monde. Le problème des problèmes, c'est de comprendre, enfin plus exactement, c'est de subir le passage de l'affectivité à la verbalité, le passage de la parole de la vie à la parole du monde, le passage du souffrir, du sentiment, du sentir de soi, du sentiment, à sa représentation. Ça, c'est le problème de l'humanité comme telle, et c'est ça le commencement de l'histoire dont Rousseau a parlé. C'est ça le passage de l'homme de nature à l'homme civil. C'est ça le passage du paradis à l'enfer de la démocratie. C'est le passage, somme toute, de l'émotion, pour le dire très simplement, à la représentation. Il se trouve que la représentation est toujours inadéquate à l'émotion, il se trouve que la parole du monde est toujours hétérogène à la parole de la vie, il se trouve que la parole de la vie est toujours, disons, insatisfaite dans sa figuration, de telle sorte que nous sommes à jamais violents et à jamais mélancoliques. Et il s'ensuit toutes sortes d'événements dont le sacrifice est certainement l'un d'eux. Voilà comment je vois la chose. Je te remercie bien, parce que là on s'achemine vers mon voisin de gauche. Et justement, puisque la parole de la vie, la parole de l'affect domine dans ce roman, dans cette œuvre-là, et elle n'arrive pas à prendre dans la parole du monde, c'est des raisons, j'imagine, qui rendent ultra légitime le fait de risquer
ce déracinement du personnage de roman pour le mettre sur la scène et faire bouillonner cette parole de la vie. Oui, enfin, c'est une des grandes difficultés quand on travaille sur Dostoïevski au théâtre, c'est que ils ne disent pas ce qu'ils pensent, et même quand les personnages pensent quelque chose et sont conscients de ce qu'ils pensent, ils se trompent. Tout le monde a conscience que, quelle que soit la manière, quoi qu'on formule, c'est pas ça. C'est jamais ça. Alors après, précisément, le ça, justement, tout le monde vasouille autour de ça dans le roman. Et donc après, quand on doit, en tant qu'acteur, prendre ces mots-là et les dire et trouver la justesse de ce pas ça, c'est difficile. Alors, là, ce dont je voulais parler, c'est justement dans tout ce texte qui est assez compliqué, comme on a pu voir, c'est une forêt. Comment on arrive à passer enfin comment on a essayé en tout cas, de faire le chemin entre les 800 pages du roman et la pièce d'1h30, enfin ce que vous allez voir concrètement là sur le plateau dans quelques heures pour ceux qui vont voir la pièce. Alors, oui effectivement, il a fallu, quand on fait l'adaptation, quand on veut passer, nous on s'est concentré sur la première partie, c'est-à-dire 300 pages, mais même quand on veut passer de 300 pages de roman à 1h30 de spectacle, il s'agit de sabrer quand même un petit peu. Hein. Il faut couper énormément de personnages, il faut couper énormément de scènes. Oui, c'est un carnage. Ah, c'est un carnage absolu, mais ça a été terrifiant pour nous. Enfin, il y a quelque chose qu'on appelle la mort dans l'âme. Le père Ivolgin, qui est un personnage, l'affabulateur merveilleux, c'est tragique, on a dû l'éliminer. Lebedev, on a dû l'éliminer. Kolia, un des rares personnages, un des rares rayons de soleil du roman, on a dû l'éliminer. Enfin, c'était c'était terrible. Mais donc la question de l'adaptation, c'est comment on décide, enfin c'est vraiment basique, quoi. Comment on décide ce qu'on garde et ce qu'on coupe. Et donc pour ça, il faut avoir une petite idée justement du sens du roman, de ce que Dostoïevski au fond essaie un peu de nous dire. Et je dois dire que votre livre et votre article sur le portrait photographique de Nastasia Filipovna a quand même été assez éclairant. Et on s'est posé la question assez rapidement de nous-mêmes, qu'est-ce qui nous intéressait, qu'est-ce qui nous faisait sentir l'actualité de ce roman, qu'est-ce qui justifiait que 10 personnes travaillent énormément pendant plusieurs années pour essayer de faire entendre et d'incarner justement ces personnages-là. Et bien justement, c'est un peu la question de l'enfer de la démocratie qui a été soulevée. C'est que la modification brutale de la société russe au moment que Dostoïevski a observé a créé des nouvelles conditions sociales qui sont encore les nôtres aujourd'hui. Et que donc les mécanismes psychologiques qui dépendent de ces nouvelles conditions sociales de démocratie, sont des mécanismes psychologiques qui dépendent de ces conditions-là, sont encore les nôtres, et on les expérimente nous-mêmes chaque jour. Donc tous ces personnages de Dostoïevski, enfin, notre point de départ, c'était que tous ces personnages de Dostoïevski, Rogojin, Nastasia, pas le prince évidemment, mais toutes ces Gania très particulièrement, tous ces personnages, on peut avoir l'impression à la première lecture qu'ils sont des fous absolus, c'est-à-dire qui sont coupés de nous, séparés, qui sont au-delà de toute analyse psychologique. Et nous, c'était exactement l'inverse, c'était d'essayer de trouver en quoi, au contraire, Dostoïevski, avec ses personnages, essaye de nous faire sentir, de nous montrer, de nous faire comprendre des mécanismes psychologiques qu'on expérimente nous-mêmes tous les jours et qui font nos vies, en fait. Alors, et c'est là qu'on a senti, évidemment, que René Girard éclairait, nous permettait d'identifier, de comprendre et de travailler sur ces mécanismes psychologiques de manière extrêmement précise et ouvrait et éclairait le texte énormément. Alors, ce que je voulais faire, c'était prendre deux passages
la première partie de l'idiot et montrer comment justement sur précisément ces deux passages, on passe du texte brut, si je puis dire, de Dostoïevski à ce que vous allez retrouver dans la pièce. Et comment René Girard, l'éclairage de René Girard, conditionne, nous permet de trouver comment faire ce passage à incarner les personnages. Alors, donc quand on adapte, il faut couper. Alors, dans le choix des scènes qu'on garde, il y a des choses évidentes, comme par exemple la scène de l'anniversaire de Nastasia Filipovna, c'est évident qu'on va le garder. Ça n'aurait pas aucun sens de vouloir monter l'idiot sans en coupant cette scène, donc on la garde, ça on sait. Il y a d'autres scènes qui sont absolument essentielles à l'intrigue, donc ça on sait, il faut arriver à comprendre pourquoi et on les garde. Il y a des scènes qui ne sont pas essentielles à l'intrigue, mais qui sont essentielles à communiquer une partie du sens du texte, donc on garde aussi. Il y a des scènes, bon, on voudrait les garder, mais on n'a pas les acteurs pour jouer les personnages, donc on coupe. Enfin, voilà. Et il y a une scène, par exemple, et dans les scènes qui sont essentielles à l'intrigue et donc qu'on va garder, on sent bien que la première scène au tout début du roman, où Rogojine raconte au prince Mishkin, quand ils sont tous les deux dans le train, où le prince revient de Suisse, hein, il débarque de son paradis, le contact avec le monde est assez brutal, parce que la première personne qu'il rencontre, c'est justement Rogojine, celui qui est son double. Son double est celui qui a la pulsion, la pulsion, la force de pulsion vitale et du coup morbide aussi, la plus forte. Et donc Rogojine lui raconte la première fois où il a vu Nastasia Filipovna. Et le moment où son désir, la naissance de son désir pour Nastasia Filipovna, et ce désir de Rogojine pour Nastasia Filipovna, être un des moteurs de toute l'intrigue du roman pour les 700 pages qui suivent. Donc on sent bien que d'une manière ou d'une autre, il faut que cette chose-là soit dans la pièce, si on veut que ce soit compréhensible. Alors, donc je vais vous lire ce récit par Rogojine tel qu'il est dans le roman. Et après, on va commenter. Alors, donc c'est Rogojine qui parle à Mishkin et qui lui raconte. Donc, à ce moment-là, moi, prince, je traversais le Nevski, au petit trot. J'avais une redingote que mon père avait achetée il y a 3 ans, et elle sortait d'un magasin. Elle remontait dans son carrosse. Et moi, là, ça m'a brûlé. Mais d'un seul coup. Alors, je tombe sur Zaliojev, pas un gars de mon monde. Mis comme un garçon coiffeur, le monocle à l'œil. Et nous, chez le paternel, c'était les vieilles bottes, et maigre tous les jours. Alors, celle-là, il me dit, c'est pas ton monde. Celle-là, il me dit, c'est une princesse. Elle s'appelle Nastasia Filipovna. Barashkova, son nom de famille, très important le nom de famille. Et il me dit, avec ça, que Nastasia Filipovna, le soir même, je pouvais la voir au théâtre Bolchoï, à un ballet, dans sa loge personnelle, une baignoire, elle y serait. Alors chez moi, chez le paternel, essaye un peu de demander d'aller voir un ballet. Une seule réponse, il te tue. Moi, malgré ça, en douce, je cours y passer 1 heure. J'ai pu revoir Nastasia Filipovna. J'ai pas dormi de la nuit. Le matin, mon père me tend 2 billets, 5 000 chaque, va me les vendre, il me dit. Les billets, je les vends, je prends l'argent, je file, et je claque le tout pour une paire de pendants d'oreilles, un petit diamant dans chaque, comme une paire de noisettes. Avec mes pendants d'oreilles, je cours chez Zaliojev. Et voilà mon vieux, c'est ça et ça, on va chez Nastasia Filipovna. On y va donc, alors ce que j'avais sous les pieds, à ce moment-là, ou devant moi, ou bien sur les côtés, moi, pas idée, pas souvenir. On se retrouve en plein milieu de son salon. C'est elle qui vient à notre rencontre. Sur le coup, je ne lui ai pas dit mon nom, que c'était moi que j'étais. Juste, n'est-ce pas, de la part de Parfion Rogojine, il lui dit, Zaliojev, en souvenir de votre rencontre d'hier, si vous daignez accepter. Donc elle ouvre, elle regarde, elle fait un petit rire en coin. Remerciée, elle répond, votre amie Rogojine pour son aimable attention. Elle salue et elle sort. Ouais, pourquoi je ne suis pas mort sur place? Ben, même si j'y suis allé, c'est que je me disais de toute façon je suis mort. Et puis, le plus vexant, ce qui m'a semblé, c'est que cette canaille de Zaliojev s'était tout pris pour lui. Et moi je suis pas bien haut, je suis mis comme un moujik et je reste là, je la fixe des yeux et donc j'ai honte. Alors lui, toute la mode, hein. La pommade, les frisettes, fringant et tout, la cravate à carreaux, toutes les courbettes qu'il fait, toutes ses références. Et je parie bien que c'est lui qu'elle aura pris pour moi. Bon, maintenant je dis, quand on est ressorti, même d'y repenser à ça, t'es vite.
Tu comprends? Il rigole. Et maintenant, tu vas répondre quoi à ton père? Moi, c'est vrai, sur le coup, j'étais bien prêt de me jeter à l'eau. Sans même rentrer chez moi. Mais je me dis, bah de toute façon, maintenant, et je rentre, comme un damné. Alors voilà, donc c'est le premier récit que Rogojine fait de sa rencontre avec Nastasia. Et alors si on pense que Rogojine est, je sais pas, amoureux de Nastasia, c'est-à-dire même s'il la désire, alors du coup on pourrait imaginer très bien, on en gagnerait du temps, qu'on coupe tout le texte, on le supprime, on fait une chose assez simple, je sais pas, on a juste Rogojine qui arrive, Nastasia qui passe, leurs regards se croisent, j'envoie de la musique, et bon, tout le monde a compris ce qui s'est passé. Voilà. Mais du coup, comme j'avais lu René Girard avant, je me doutais bien que c'était pas aussi simple. Et les détails du texte qu'on a remarqué, enfin d'ailleurs c'est pas des détails, c'est comme le texte c'est le texte lui-même, quoi, c'est dans cette récit de rencontre avec Nastasia, il parle pas de Nastasia. Il la décrit pas, il dit pas quasiment pas comment elle est, il dit juste elle sort d'un magasin. Il parle quasiment pas de Nastasia. Par contre, il parle énormément de comment il est habillé, comment Zaliojev, son ami là, d'un autre monde qui est socialement plus élevé, est habillé, de sa famille, de comment c'est chez lui. Il passe son temps à se comparer à ceux qui l'entourent. Donc du coup, on comprend assez vite que le désir de Rogojine naît en fait de son sentiment d'humiliation. Son humiliation d'où qu'elle vienne. C'est une humiliation assez fondamentale qu'il a. Et donc, ce qu'il fait, son amour pour Nastasia, son désir pour Nastasia, n'est que, en tant qu'être qui se compare tout le temps, Rogojine est très vulnérable au désir mimétique, à copier, à la pulsion de copier les désirs de ceux qu'il considère comme étant au-dessus de lui. Et il se trouve qu'à Saint-Pétersbourg, tout le monde désire Nastasia.